Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Thury et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Tedesco, fondateur de la Yogurt Factory, une enseigne de glace au yaourt saine et ludique qui rassemble un réseau d'une 60aine de points de vente, dont une 40aine en franchise. Je vous invite bien sûr à aller goûter ces délicieuses glaces, mais laisse place maintenant à ma conversation avec Emmanuel. Bonne écoute. Emmanuel Tedesco, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de venir ici dans nos locaux pour participer à ce nouvel épisode d'Objectif Client. Avec plaisir. Emmanuel, tu es le cofondateur de la Yogurt Factory, que tu gères depuis 10 ans, je crois. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire ce qu'est la Yogurt Factory ? Oui, bien sûr. Donc Yogurt Factory, c'est une enseigne de glace au yaourt, 0% de matière grasse, sur lequel on peut rajouter des toppings. Donc les toppings, c'est des fruits, des coulis, des biscuits, des bonbons. Donc on va dire que c'est une alternative à la glace qui est à la fois saine et ludique. Saine parce que la base est, il y a moins de sucre, moins de calories, moins de matière grasse que dans une glace classique. Et ludique parce qu'on peut rajouter toutes ces garnitures dessus. Nous, ce qu'on met surtout en avant, en fait, c'est le côté très gourmand, amusant et ludique du concept. Donc on a par exemple une offre de topping illimité, c'est-à-dire que chez nous, quand on arrive dans une boutique, on arrive devant un grand bar avec toutes ces garnitures de toutes les couleurs très gourmandes qui sont visibles. On choisit d'abord sa taille de pot, son parfum de glace et après on peut ajouter autant de toppings qu'on veut dans son pot tant que ça rentre dans le pot pour un prix fixe. Donc super. Ça donne lieu à beaucoup d'excès de la part de nos clients. Et il y en a pour tous les goûts, des fruits frais pour les gens qui font un petit peu attention à leur ligne, des Kinder Bueno, des Oreos, des Smarties, des bonbons pour les enfants. On peut vraiment personnaliser sa glace et ça fait quelque chose de très gourmand et une expérience assez différente finalement de la glace classique. Super, pour l'avoir déjà goûté, ça vaut le détour. Merci. Et on parle de combien de boutiques ? Est-ce que toutes les boutiques sont en propre ? Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, on a un réseau d'une 60aine de points de vente, une 20aine en propre et une 40aine en franchise. D'accord. Essentiellement en France, il y avait quelques boutiques à l'étranger, en Belgique, Luxembourg et récemment à La Réunion et au Gabon. Top. Première ouverture en Afrique. Et donc qu'on a avec un développement qui s'est fait évidemment d'abord en propre pour bien maîtriser notre concept, trouver nos fournisseurs, créer notre charte architecturale, etc., une organisation type. Et quand on s'est senti prêt, donc en 2016, on a démarré le développement en franchise et c'est vrai que ça a permis d'accélérer pas mal le rythme d'ouverture. Ouais. Donc on tourne à une dizaine d'ouvertures par an depuis 4-5 ans. D'accord. Donc 2016, tu crées Yogurt Factory en 2011, c'est ça ? T'es monté jusqu'à combien de boutiques en propre avant de passer en franchise ? On a d'abord eu 8 points de vente en propre avant de démarrer la franchise. En fait, pour faire très rapide description de ce qui s'est passé entre 2011 et 2021. En 2011, on a ouvert à Marseille notre premier point de vente, qui est un petit peu ce qu'aujourd'hui on appelle le laboratoire de ce qu'est Yogurt Factory. On n'avait aucune expérience de la restauration rapide, on a fait plein d'erreurs. On s'est lancé un petit peu tête baissée. Raconte-nous justement, comment si tu n'as aucune expérience dans la restauration rapide, comment tu en arrives à ouvrir quelque chose comme la Yogurt Factory à Marseille ? En fait, on était en école de commerce avec mon associé, on a fait des stages à l'étranger. Donc moi je suis parti à New York 6 mois, mon associé lui était à Tel Aviv 6 mois. Et on a chacun de notre côté goûté nos premiers frozen yogurt là-bas. On a trouvé le concept sympa et quand on est revenu cette année de césure, on s'est dit, on avait l'envie tous les deux de créer une entreprise. On se connaissait très bien, on était en prépa ensemble, en école ensemble, etc. Et donc on a parlé de plein de projets différents. Et à un moment, on a parlé du frozen yogurt. On s'est dit que ça serait sympa c'était un produit avec lequel on se sentait vraiment à l'aise. On est très gourmands tous les deux. Et donc on s'est dit que ce serait sympa de rapporter ça en France. On a fait une petite étude de marché pour voir ce qui existait. À l'époque, il y avait 2-3 marques, mais le marché était encore assez vierge. Et donc on
voilà, on a fait un business plan, on allait voir des banques et on a ouvert. Alors, pour la petite histoire, on devait ouvrir à Paris d'abord et pas à Marseille, puisqu'on est tous les deux parisiens. Ouais, ce que j'allais te demander. Marseille s'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est qu'en fait, notre ouverture à Paris ne s'est finalement pas faite parce que la personne qui devait nous vendre son fonds de commerce nous a finalement dit, au bout de 2 mois, après la signature de la promesse de vente, qu'il ne voulait plus vendre son fonds de commerce. Ah, c'est embêtant. Ce qui est embêtant. Et donc là, on était au mois de mai, on voulait absolument ouvrir l'été parce que voilà, c'est un produit qui marche mieux l'été. Et donc là, le grand-père de mon associé nous a dit, mais qui lui aussi est dans le commerce, il y avait des réseaux de boutiques, nous a dit j'ai une boutique à Marseille qui marche super bien, j'ai vu qu'il y a un emplacement libre en face, allez vous installer là, ça vous permet de tester le concept. Et donc on a fait 2 visites à Marseille et voilà, on est parti tête baissée pour lancer la marque là-bas. Et bon, ce qui était une bêtise, hein, parce que l'emplacement n'était pas bon et nous, dans notre secteur d'activité, avec un mauvais emplacement, même avec toute la bonne volonté du monde, on peut pas fonctionner, parce que c'est vraiment de l'achat d'impulsion, donc il faut être dans le flux. Mais ça nous a permis de faire un petit peu tous les tests de départ. Bon, on a modifié plein de petites choses au cours du temps, on a fait plein d'ajustements. On s'est aperçu que la marque plaisait, que le produit plaisait, par contre on avait fait plein d'erreurs qui étaient assez rédhibitoires. Et donc 1 an plus tard, on a ouvert notre première boutique à Paris, dans le Marais. Et on considère que c'est vraiment ça le point de départ de l'aventure, puisque en réalité, entre le moment où on a commencé à parler du Yogurt Factory et le moment où on a ouvert à Marseille, il s'est passé moins de 6 mois. Et c'est trop court, on s'était pas fait accompagner au niveau juridique. Justement, avant de passer sur l'ouverture dans le Marais, quand tu ouvres cette première boutique à Marseille, j'imagine qu'il faut déjà avoir une société, tu signes, comme tu dis, un contrat. Comment tu t'es entouré? Comment tu as fait? Justement, on ne s'est pas entouré et c'était une vraie erreur. Et je pense qu'on a perdu au moins 1 an à cause de ça. C'est-à-dire que déjà, on n'avait pas rencontré d'experts métiers sur notre activité, ou très peu. On pensait qu'on avait une bonne idée, qu'il fallait aller vite, et donc on s'est jeté un peu tête baissée. Pour la partie juridique, on a créé la société tout seul, on a téléchargé des statuts tout faits sur Internet. En 2011, on trouvait des statuts tout faits sur Internet? Ouais. Ok. Et gratuitement, enfin c'était même pas avec un captain contrat ou autre, c'était vraiment un gratuit. truc gratuit, il fallait adapter 2-3 trucs. On ne s'est pas posé la question du type de société, tout ça. Et d'ailleurs, on a changé de forme de société au moment de notre première levée de fonds. On peut en reparler un peu après. Parce que tu avais créé quoi au départ, une SARL? On était en SARL, on est passé en SAS après. On a quand même été un petit peu accompagné par un expert comptable qui était l'expert comptable de mon père, bref. Mais au niveau, on n'a pas pris d'avocat. La relecture du bail, on l'a pas bien faite. Donc, ce qui nous a joué des tours après. Et cet expert comptable t'a pas dit va voir un avocat, tu fais une bêtise? Non. À la limite, pour la création de la société, je pense que ça peut marcher avec un expert comptable. Et c'est l'épreuve, ça a marché à l'époque. Bon, les statuts, on les a fait tout seul, mais le reste, on s'est quand même fait accompagner par un expert comptable. Pour la relecture du bail, rétrospectivement, pour le premier, on aurait dû le faire relire par un avocat pour cibler 2-3 points qui nous ont fait défaut après. Voilà, et bon, donc, mais bon, notre plus grosse erreur, au-delà du côté juridique, c'est vraiment de ne pas avoir suffisamment mûri le projet et de s'être lancé un peu tête baissée. C'est le grand-père d'Ossé qui nous disait il faut mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est bien aussi finalement de bien réfléchir quand même avant de se lancer. Bon, ceci étant dit, on a été à l'épreuve du feu tout de suite et c'est finalement le contact avec les clients et les premières impressions clients qui nous ont fait modifier notre concept, et 1 an après, ça n'avait plus rien à voir. C'est trop bien. Bon, les erreurs qu'on a fait au début, heureusement, ne nous ont pas été fatales et ça nous a servi à moins les faire. Alors on en a reproduit certaines, mais en tout cas à moins les faire par la suite. Donc en 2012, on ouvre dans le Marais, ça marche bien, et donc c'était un petit peu le point de départ de notre développement. Et donc en 2015, on a fait une première levée de fonds. Super. Pour pouvoir justement accélérer notre développement, parce que évidemment, quand on achète des fonds de commerce, des droits au bail, c'est un développement capitalistique, donc les seuls résultats de l'activité ne permettent pas d'aller vite en termes de développement. Et donc on a fait appel à des investisseurs, à la fois pour
doubler notre taille de réseau en propre et pour lancer la franchise. D'accord. Parce que pour lancer la franchise, il fallait aussi que on se mette au point au niveau juridique. On voulait refaire notre concept architectural. Rétrospectivement, on aurait dû le faire au tout début, mais on avait fait les trucs un petit peu au rabais et on aurait dû mettre un vrai budget pour nous aider à construire le concept architectural. Donc on l'a fait en 2015. Qu'est-ce que tu appelles le concept architectural exactement? C'est en gros l'agencement de ton magasin pour que ce soit le plus efficace possible, de tes points de vente. C'est les couleurs que tu vas utiliser, c'est le type de meubles que tu vas mettre, les habits des salariés, les couleurs des pots. C'est un ensemble pour que tout soit cohérent et véhicule bien le message que tu veux faire passer, quoi. Ouais, très clair. Okay. Et ça, au début, quand on entrait dans nos boutiques, on ne pouvait pas savoir bien qu'on vendait de la glace, quoi. On avait pris un premier architecte qui nous a dit qu'il fallait mettre du noir dans la boutique, ça faisait élégant, tout ça, alors que ça faisait très sombre et pas du tout. Je suis allé dans une boutique, c'était pas du tout noir. Ouais, maintenant c'est rouge pétant et blanc, mais ça a bien changé. Et donc voilà, en 2015, là pour le coup, on a fait appel à un avocat dont on a été très content pour nous accompagner sur la levée de fonds, qui était quelque chose de complètement nouveau pour nous. Okay. Et surtout qu'on a levé des fonds avec des investisseurs, des business angels. D'accord. Un réseau de business angels en fait, donc on a une cinquantaine de petits investisseurs. Et donc voilà, c'est cet avocat-là qui nous a vraiment mâché le travail, tout en nous donnant un petit peu de... il nous a bien fait comprendre ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on comprenait le sens des documents qu'on signait, mais il nous a vraiment accompagnés de A à Z sur la levée de fonds. C'était qui cet avocat? Tu l'as trouvé comment? Alors c'est un de mes très bons copains, amis et témoins de mariage, Benjamin Galland, mais qui travaillait à l'époque chez Cleary Gottlieb, en droit fiscal. Et qui faisait déjà pas mal de levées de fonds et qui a aujourd'hui monté sa boîte et qui aujourd'hui fait beaucoup d'accompagnement de jeunes entreprises et de boîtes un peu plus grosses aussi maintenant. Mais beaucoup de startups, beaucoup de levées de fonds, beaucoup de ventes, de choses comme ça. Là, c'est des aspects fiscaux, financiers. Et au-delà du fait que tu le connaissais, ce qui t'a donné confiance, c'est quoi? C'est qu'il ait déjà fait ce type d'opération avec d'autres boîtes? Ouais, il avait déjà fait ce type d'opération avec d'autres boîtes. Il était aussi avec un autre associé de la boîte qui l'accompagnait, enfin pas un associé, pardon, mais un autre avocat avec qui il travaillait, qui était aussi lui un peu plus sur le côté juridique. D'accord. Et du coup, on s'est senti très à l'aise tout de suite. Ils nous ont expliqué clairement comment ça allait se passer, les points importants à négocier. Donc on s'est senti à la fois compris, soutenu et bien accompagné. En plus, Benjamin il a fait une école de commerce en même temps il a fait du droit en même temps que son école de commerce. Donc il a vraiment cette touche commerciale qui fait qu'il passait très bien aussi auprès de nos investisseurs. Donc il n'y avait pas d'incompréhension. C'est important pour toi ça, que ton avocat passe bien auprès des gens qui vont investir chez toi? Ouais, je pense que c'est très important, puisque souvent c'était, de temps en temps c'était nous en contact direct avec les investisseurs, mais pour certains points un peu chauds, c'est lui qui est parti au front pour aller parler aux investisseurs, et ça nous a été très utile. Donc je pense que effectivement les compétences, ça ne doit pas être que de la technique, il y a aussi beaucoup d'humain, de gestion de la relation qui est importante, et là-dessus, ils étaient très bons tous les deux. D'accord, très clair. Donc de ce que je comprends, ce qui est important pour toi, c'est quelqu'un qui puisse évidemment bien comprendre ton business, qui puisse également te faire comprendre facilement ce qui va se passer dans la levée de fonds, comment ça fonctionne et quelles vont être les différentes étapes, et aussi qui puisse avoir un bon contact humain, même dans des points chauds, avec des investisseurs. Ouais, exactement. Okay. Et qui puisse aller un peu au front quand toi tu sais pas ce qu'il faut répondre sur certains points un peu techniques, quoi. Ok. Donc une belle première, parce que ça c'est ta première expérience avec un avocat finalement du coup. Ouais, c'est quasiment je pense que c'est notre première longue expérience, en tout cas, hormis des tout petits trucs par-ci par-là avec un avocat. Ouais, parce que même le côté juridique de la clôture des comptes, tout ça, on le faisait plutôt avec un expert comptable. D'accord. Et juste après, on a rencontré notre avocat de la franchise. D'accord, ouais. En franchise souvent technique, ouais. Ouais, très technique effectivement, et là impossible à faire sans accompagnement juridique, parce que y a tout un ensemble
déjà de documents juridiques à produire pour pouvoir signer un contrat de franchise, hein. Mhm. Le DIP, le contrat de franchise, il y a plein de choses à savoir sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire. Et là, en fait, pareil, c'était du bouche à oreille. On avait rencontré les fondateurs de la marque Crépite, qui est une enseigne de crêpes qui est leader en France dans la crêpe, Ouais. beaucoup en centres commerciaux comme nous, et qui nous avait parlé de cet avocat. Et en fait, on en avait rencontré plusieurs, et ce qu'on a beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il ne nous a pas dit je vais juste vous pondre un contrat de franchise, mais en gros, il nous a bien expliqué que la franchise, c'était un nouveau métier par rapport au métier de succursaliste, enfin de développement en propre, et que finalement le contrat de franchise c'était la synthèse d'une réflexion assez longue qu'il fallait avoir pour bien comprendre le métier, qui peut être abordé de plein de façons différentes, mais en tout cas qu'on le fasse à notre façon. Et je pense que c'est cette fondation-là qui a permis qu'on se développe bien et sereinement en franchise. On n'a pas eu de problème au niveau juridique après, on n'a pas trop de conflits avec nos franchisés. Ouais. Et voilà, donc en gros, concrètement, pendant 1 an, on l'a vu une fois par mois, une demi-journée, pour parler à chaque fois d'un sujet différent qui peut être, je sais pas, l'approvisionnement, qui peut être voilà, ce que concrètement on va apporter à nos franchisés. Bon voilà, enfin. Donc en fait, des réunions régulières pour bien travailler avant l'aspect juridique. Quel allait être votre modèle de business Exactement. Finalement autour de la franchise, quoi. Exactement. C'était à la fois un accompagnement juridique, parce que finalement tout ça va déboucher ça va être matérialisé par un contrat de franchise qui va définir comment va se faire l'approvisionnement pour les franchisés, quels vont être les fournisseurs imposés, lesquels non, comment va se faire l'ouverture d'une boutique, etc. Et aussi quel type de franchiseur on voulait être, et comment on voulait exercer ce métier de franchiseur. Donc il nous a aussi un petit peu formé finalement sur le métier de franchiseur, sans nous imposer des choses, mais en nous faisant vraiment réfléchir, nous balancer un peu des idées, nous montrer des exemples. Il nous montrait un peu des exemples d'autres enseignes, la façon dont certaines clauses étaient rédigées et comment c'était perçu par les franchisés, etc. Ouais. Et voilà, nous on considère que c'était un contact très très important dans notre développement et dans notre succès entre guillemets dans le développement en franchise. Ouais. Et pendant ces réunions, du coup, il avait une position un peu de coach, c'est-à-dire je pense qu'il avait vraiment une position de coach. Encore une fois, il n'était pas là pour pousser ses idées à lui, mais pour nous expliquer ce qu'il était possible de faire sur pas mal de sujets différents. Et après, voilà, c'était plus une réflexion entre Aurélien et moi. Il nous faisait rebondir, il faisait rebondir la réflexion en nous posant des questions un petit peu techniques. Donc ça a été vraiment une très très belle rencontre. Et par la suite, c'est aussi devenu l'avocat qui nous a accompagnés sur, évidemment, la franchise, le droit immobilier, donc tout ce qui est cession de fonds de commerce, de droit au bail, etc. Et sur le rachat de notre concurrent. En 2018, on a racheté notre principal concurrent en France qui s'appelait Boon. En fait, on a racheté les fonds de commerce du concurrent. Et là, il a été pareil, très très important dans l'opération, qu'on n'aurait pas pu faire sans lui, puisque il nous a beaucoup conseillé il nous a apporté énormément de conseils sur à la fois les aspects juridiques, fiscaux, tout ce qui peut mal se passer dans une session. Ouais. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été par la suite, mais il nous a beaucoup protégés sur plein d'aspects qu'on n'aurait pas repérés par nous-mêmes. D'accord. Donc la force principale, c'était cet aspect conseil qui dépasse un peu le juridique. Ouais, complètement. Complètement. Très clair. Je considère que c'est un peu un mentor pour nous aussi. C'est super. C'est une très belle qu'il écoutera, ça va lui faire plaisir. Et si on remonte juste un poil, tu disais que justement, avant de rencontrer Olivier Deschamps, avec qui ça a matché tout de suite, vous aviez rencontré plusieurs avocats. Vous aviez fait comment? Alors, en fait, on a rencontré des avocats, surtout pour des questions de cession, de droit au bail, de fonds de commerce, puisque c'est à chaque fois comme ça qu'on s'est développé au début, ou de relecture de baux immobiliers. Alors ça s'est fait, au début on a eu un peu de bouche à oreille. On n'a pas eu des super expériences au début. Pourquoi? En fait, il y a quand même un côté technique sur les cessions de droit au bail, de fonds de commerce.
Et donc il faut quand même être un peu spécialisé dedans. Si on est trop généraliste, D'accord. c'est difficile de savoir exactement là où il faut mettre le doigt sur des baux immobiliers ou sur des reprises de droit au bail ou de fonds de commerce. Donc D'accord. c'était trop fouillis les conseils qu'on avait, pas assez Ok. précis. Et du coup, on a fait notamment sur le rachat d'un fonds de commerce, on a fait une erreur qui nous a coûté cher par la suite. D'accord. Donc, bon, voilà, si on avait été mieux conseillé, je pense qu'on aurait pu éviter cette D'accord. erreur-là. Donc, bon, en tout cas, pour le retail, d'avoir un bon avocat en droit immobilier, je considère que c'est très important. On l'a trouvé après avec cet avocat de la franchise qui était aussi spécialisé dedans. Mais au début, ça nous a porté préjudice. Ok, donc, et pour toi, un bon avocat, c'est avant tout un avocat qui est spécialisé sur une question. Alors, pas forcément pour tous les domaines, mais en tout cas pour la partie immobilière, le droit immobilier, notamment pour les commerces. Ouais, il faut connaître, il faut comprendre, il faut pouvoir comprendre mieux que nous un bail immobilier pour nous dire, ok, là faites gaffe, un engagement sur 6 ans ferme, ça implique ça. Les conditions générales, c'est hyper dur parce qu'il y a ça et ça dedans. Si vous partez au bout de tant de temps, il va se passer ça. Et voilà, je pense qu'on n'avait pas trouvé ce type d'accompagnement avant. Ok. Et après, avec le nouveau, avec cet avocat de la franchise qui est devenu aussi notre avocat immobilier, c'était très clair. Ouais, c'était facile. Et donc voilà, ça nous a évité de faire d'autres bêtises. Super. Et c'est toujours ton avocat aujourd'hui, du coup? Malheureusement, il a pris sa retraite récemment, mais on travaillait aussi avec des personnes de son équipe qui sont devenues nos interlocuteurs et avec qui ça se passe toujours très bien aujourd'hui. Et qui continuent à nous accompagner, notamment sur notre développement international, voilà, que ce soit pour remettre à jour notre contrat de franchise, créer un contrat de master franchise, faire des traductions parce que mine de rien, chaque pays a des lois spécifiques même pour la franchise. Même si au niveau européen, il y a la loi de Duban qui est un truc assez commun. Mais il y a des spécificités, donc voilà, elle nous alerte sur ces spécificités-là, ou dans certains cas, nous met en contact avec des avocats locaux pour nous accompagner sur certains points de détail. D'accord, elle utilise son réseau pour aller à l'international. Et comment ça s'est passé la passation? C'est souvent un moment délicat. Ça s'est fait en douceur parce que on savait qu'il commençait à être assez âgé pour exercer la profession. C'est vrai qu'en plus, au-delà de la relation professionnelle, on avait une relation personnelle qui était très bonne avec cet avocat, mais aussi avec les personnes de son équipe. Enfin, voilà, je pense que vous les connaissiez déjà en fait. les connaissait déjà. Okay. On les connaissait déjà, on avait déjà commencé à travailler avec eux sur certains points. Et voilà, alors il a vraiment réussi dans son cabinet à créer lui étant sympa, a réussi à trouver, je pense, des anges sympas avec qui travailler. Okay. Et donc ça se ressent vraiment sur les relations qu'on a aussi avec ces personnes-là. Quand on parle de relations commerciales, un truc tout bête, mais tous les ans ils font le salon de la franchise. Ils sont présents pour leurs clients sur la franchise, pas pour trouver des nouveaux clients, mais plus pour faire marcher leur réseau. C'est un des stands les plus courus du salon de la franchise. Tu veux donner le nom du cabinet peut-être? Ouais, c'est le cabinet Linkea. Linkea, ça. Ils font des apéros, des trucs tout bêtes, mais ils font rencontrer les différents franchiseurs, d'autres partenaires, etc. Et on sent qu'ils sont très bienveillants envers leurs clients. Et voilà, et je pense qu'ils sont très bons sur ce côté humain, commercial. Et c'est ce qui fait qu'ils ont des clients fidèles et que la passation, c'est bien faite, quoi. Et toi, j'imagine que du coup, étant donné la manière dont tu en parles, tu as déjà recommandé le cabinet à d'autres… Ouais, j'ai recommandé le cabinet à plusieurs autres personnes qui voulaient se lancer en franchise, ou sur des questions immobilières. Par exemple, mon cousin qui a ouvert son bar qui s'appelle les Cuves de Fauve. C'est le 12e. C'est dans un peu de pub. C'est rue de Charonne. Enfin, maintenant, c'est plus qu'un bar. Ils ont leur marque de bière. Ils ont voilà. Mais ils sont passés par lui pour l'aspect immobilier. Ils étaient super contents. Enfin, à chaque fois qu'on l'a recommandé, on l'a recommandé pour le développement en franchise d'une marque qui s'appelle la Fabrique à Cookies, qui est un de nos copains qui se lançait, qui réfléchissait à se lancer en franchise. Enfin, dès qu'on peut, on le recommande parce qu'effectivement, c'est très rare, je pense, d'avoir des avocats de cette qualité-là sur tous les aspects, quoi. À la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects humains. Voilà.
Et si c'était, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais si lui te sollicitait en te disant, tiens, Emmanuel, j'aimerais bien parler à tel type d'entreprise ou même à cette entreprise-là, est-ce que tu serais prêt à lui faire des intros Complètement, ouais, Ouais, sans j'aurais problème. aucun frein à le faire. Et c'est ce qu'on fait aussi avec d'autres prestataires avec qui ça se passe bien. Au contraire, je pense que c'est très important dans tous les secteurs d'activité, mais quand on a des bons partenaires, de pouvoir les partager avec d'autres, ça renforce en plus la relation. Enfin, ça peut être que positif. Ok, super clair. Et donc ça, tu as une entreprise qui fait principalement de la franchise, donc on comprend que ce soit un partenaire très important pour toi. Maintenant, tu as aussi un certain nombre de salariés, je crois. Combien tu en as actuellement? On a 80, je crois qu'on va avoir 85 salariés Ok. au total en ce moment. Ça varie un tout petit peu parce que on en a un peu moins en hiver qu'en été. On D'accord. recrute des saisonniers en plus pendant l'été, mais la majorité, la grande majorité est en CDI. Et donc, on a quelquefois des questions sur les aspects sociaux. Voilà, est-ce que nos contrats de travail sont toujours à jour, etc. Donc, on ne le fait pas suffisamment, les faire relire chaque année par un avocat en droit social. Mais bon, grosso modo, en fait, on a une RH en interne qui est censée aussi nous aider à mettre à jour un petit peu nos contrats de travail, tout ça. Les premiers contrats de travail avaient été rédigés par notre cabinet d'expertise comptable et depuis, on essaie de les mettre à jour un peu tous les ans. Sur les aspects paye, etc., c'est notre RH qui s'occupe de cette partie-là, en partenariat avec notre expert comptable quand même, mais c'est elle qui fait la quasi-totalité du travail. Et quand on a des conflits avec les salariés, alors quand c'est des choses malheureusement qui arrivent mais qui sont un peu classiques, du genre des licenciements, des choses comme ça, on peut les faire tout seul. Mais par contre, quand on a alors ça nous est quasiment pas arrivé, on n'a eu que 2 menaces de prud'homme qui ne sont pas allées au bout. Là, effectivement, on a pris des avocats en droit social pour faire un entre-deux entre le salarié et nous, et son conseil. Et c'est ce qui nous a permis à chaque fois de trouver des accords à l'amiable et de ne pas aller au tribunal. Après, trouver des accords précontentieux. Tu les as encore trouvés via ton réseau? Ouais, on les a retrouvés par le biais de notre réseau. La femme de mon associé est avocate. T'es bien entouré. En droit de la famille. Et du coup, elle a des collègues qui travaillent en droit du travail et on a travaillé avec eux. Très clair. Et sur la gestion, parce que les avocats en droit social font évidemment contentieux, précontentieux, mais ils font aussi du conseil pour des entreprises. Tu as quand même 85 salariés. Sur la gestion sociale, du coup, tu travailles uniquement avec ton expert comptable aujourd'hui? Ouais, on travaille uniquement avec notre expert comptable. Ok. Et tu n'as pas de besoin particulier par rapport à ça? Pour toi, c'est suffisant? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse relire peut-être nos contrats de travail tous les ans pour vérifier qu'on a bien pris en compte les modifications de notre convention collective ou ce genre de choses. Et après, quand on a des questions spécifiques, on peut les poser à notre expert comptable qui ensuite éventuellement peut les demander à des juristes en interne, peut demander à des juristes en interne de travailler dessus. Mais on n'a pas vraiment l'impression d'avoir des besoins particuliers plus importants que ça. C'est très clair. Et tu dis que tu as effectivement une RH en interne qui s'occupe de ça. Elle a une formation juridique ou pas? Non, elle n'a pas de formation juridique, elle a vraiment une formation de ressources humaines. Mais bon, elle a beaucoup d'expérience pour le coup parce que elle a une 60aine d'années, pas encore 60 ans mais bientôt. Elle a travaillé longuement à l'atelier des chefs avant, donc tous les côtés gestion des salariés au sens large, elle est quand même très calée dessus, sur ces sujets-là. Très clair. Et si elle venait te voir demain en te disant qu'elle avait besoin de l'aide d'un avocat qu'elle avait rencontré, est-ce que tu serais prêt éventuellement à lui débloquer un budget en tant que chef d'entreprise? Ouais, complètement. Ouais, c'est une pratique qui te... Non, au contraire. Hein. Ça marche. Très clair. J'avais une question, maintenant qu'on voit un peu l'ensemble de tes besoins juridiques, entre guillemets, des moments de ta vie d'entrepreneur dans lesquels tu as fait appel à des avocats. Il y a clairement une
un passage en 2015 où tu commences à travailler de manière structurée avec des avocats qui deviennent des vrais partenaires. Auparavant, tu l'as dit, hein, vous cherchiez à aller vite, vous avez manqué peut-être un peu d'expérience, il me semble que tu l'as dit aussi. Si des avocats t'avaient contacté à cette époque-là pour la création de ta boîte en disant attention Emmanuel, faire des statuts tout seul, faire un pacte tout seul, est-ce que tu aurais contracté avec eux ou est-ce que de toute façon en fait t'allais partir tout seul? Non, je pense que si j'avais été contacté à l'époque par les bonnes personnes, après il faut toujours réussir à l'introduction, c'est-à-dire que si c'est un mail d'une personne qu'on ne connaît pas, on va pas forcément y répondre tout de suite, etc. Donc c'est pour ça que, en tout cas pour le démarrage, que le bouche à oreille est quand même important. Ouais. Mais oui, je pense qu'on aurait pu et dû travailler avec des avocats dès le début. Je précise d'ailleurs qu'on n'a même pas fait de pacte d'actionnaires sur notre... Au début, on l'a fait qu'au moment de notre première levée de fonds. Et ça, alors heureusement, tout s'est bien passé entre nous, mais c'est quand même une erreur majeure hein, qu'on aurait pu éviter si on avait été conseillé à l'époque. Voilà, idem sur les baux immobiliers. Enfin, il y a quand même, nous, en école de commerce, on a une formation un peu globale, donc on touche un petit peu à tout. On connaît un petit peu de social, un peu de juridique, un peu de compta, un peu de finance, un peu de tout. Mais je pense que c'est quand même très important de s'appuyer sur des experts secteurs au niveau juridique pour pouvoir, avant de démarrer son activité, quoi. Bien sûr. Et sur la création de la société, tout bêtement, on n'aurait pas. Enfin, ça nous a coûté de l'argent de faire une transformation de SARL en SAS, faire venir un commissaire aux apports de mémoire, machin. Enfin, c'est une procédure un peu longue et coûteuse. Si on avait fait une SAS tout de suite en se disant que notre projet de développement c'est ça, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Voilà, je pense qu'on avait largement sous-estimé cet enjeu-là, au même titre qu'on avait. Et tu avais le budget à l'époque? Parce que tu l'as Non, on n'avait pas de levée de fonds de ça, donc on était vraiment. On avait des prêts, mais qui étaient appuyés sur des boutiques, quoi, enfin des prêts pour faire des travaux, pour acheter des fonds de commerce. Donc on n'aurait pas forcément eu beaucoup de budget à investir dedans. Mais je pense que pour des avocats, c'est pas idiot aussi d'accompagner des boîtes dès le début en faisant des honoraires assez réduits au début, en tout cas dans les projets dans lesquels ils croient. Parce que si on a quelqu'un de confiance dès le début, après on va le garder. Augmenter les budgets. Exactement, prix, on aurait été prêt à continuer. Et voilà. Très clair. C'est un cas qui est extrêmement classique en plus. Ok, et du coup si aujourd'hui, si toi tu étais avocat, question difficile, si toi tu étais avocat, comment tu ferais pour essayer de devenir avocat de la Yogurt Factory? Est-ce que tu as des idées de... En fait, je pense que j'essaierai de vraiment cibler les besoins que peut avoir l'entreprise à tel ou tel stade de son développement. D'accord. Et proposer quelque chose qui soit vraiment... essayer de trouver les points sensibles de l'entreprise qui peuvent être, par exemple, pour elle, la question sociale. Est-ce que vous êtes sûr que vous faites les choses bien sur le droit du travail, sur les contrats de travail, sur la paye, etc. Ou si c'est le développement international, nous on peut vraiment vous aider sur cette partie-là. En gros, cibler vraiment. Vous êtes en train de partir au Gabon, attention. Vous êtes parti au Gabon, attention. J'en sais rien, vous n'allez pas pouvoir récupérer de royalties parce que les devises ne peuvent pas sortir du pays. C'est pas le cas pour le Gabon, mais c'est le cas pour d'autres pays d'Afrique. En gros, essayer de cibler vraiment les besoins précis de l'entreprise et avoir ce point d'entrée-là pour ensuite potentiellement étendre le champ d'action, mais essayer de cibler vraiment ce qui peuvent être les problèmes du moment de l'entreprise. Les problèmes business stratégique de l'entreprise, et en montrant comment on peut les aider, les accompagner, et notamment les erreurs à ne pas faire. Et si on arrive avec un discours comme ça, parce que souvent quand on reçoit un mail, mais pas un bon moment, à un moment où ça ne nous intéresse pas, on le met à la poubelle et on l'oublie. Alors qu'un mail, même d'une personne qu'on ne connaît pas, mais qui arrive pile au moment sur une problématique sur laquelle on travaille à ce moment précis, là il va être traité et le contact va être pris. Et puis après, je pense que comme pour toutes les pratiques, il faut potentiellement envoyer un premier mail, essayer de trouver un point d'entrée dans l'entreprise, passer un coup de téléphone, etc.
Et alors, ça dépend de l'importance du client, mais je pense qu'il faut passer un petit peu de temps pour aller démarcher ses clients au niveau commercial. Et peut-être se dire que cet investissement en temps, ça permettra aussi d'avoir d'autres clients de la même catégorie d'entreprise par la suite, quoi. Bien sûr. Donc toi, tu n'aurais pas peur d'y aller effectivement directement vers le client et tu reviendrais plusieurs fois? Ouais. Ok. Voilà, après, s'il n'y a pas de réponse au bout de mails, 2 appels, bon, bah, on lâche l'affaire. Mais voilà, essayer de se renseigner en fait en amont sur le client pour lui proposer quelque chose de vraiment individualisé en lui montrant, si possible, comment on peut l'accompagner sur tel point. Et après, une fois que la relation est créée, bah, après on peut voir sur les autres points où on peut l'accompagner. Mais en fait, il faut essayer de répondre. Voilà, c'est comme quand on crée son entreprise, on essaie de répondre à un problème, voir à quel problème on peut répondre à un instant T dans la vie de l'entreprise, quoi. C'est très clair. Je pense que c'est un très bon conseil. Ok. Et sur le mot de la fin, c'est quoi un peu les perspectives là pour Yogurt Factory? Les perspectives, c'est on a quand même eu des années difficiles, surtout 2020. 2021, c'est plutôt une bonne année, mais 2020, on a pris le Covid de plein fouet avec des fermetures de boutiques et au-delà des fermetures de boutiques, en fait, des performances de boutiques qui étaient en fort retrait juste avant et après les périodes de fermeture, parce que les gens n'avaient pas encore repris confiance dans la vie, et donc là, ça c'était, dans la vie, je sais pas comment on dit, mais ils n'avaient pas vraiment repris leurs habitudes de consommation, tout ça. Là, heureusement, c'est beaucoup moins le cas en 2021, on sent qu'il y a une vraie reprise. Et en plus, nous, en 2020, on n'a pas du tout été. Enfin, non, c'est pas vrai, mais on a peu été aidés quand même par rapport aux toutes petites entreprises. On n'est plus une TPE, on avait beaucoup moins d'accompagnement, que ce soit au niveau des loyers par les bailleurs ou au niveau des fonds de solidarité, des choses comme ça, en 2020. Alors qu'en 2021, on a dû refermer à nouveau assez longuement, quand même, entre fin janvier et fin mai, nos points de vente. On a eu beaucoup plus d'aide de la part de l'État. Donc nous déjà c'est de plus avoir d'accro, de plus avoir de période de fermeture. Je pense que c'est ça qu'on peut nous souhaiter de mieux sur on va dire les 2-3 prochaines années, qu'on revienne à des conditions de vente un peu normales. On a vraiment envie de s'internationaliser. On pense qu'on a fait une bonne partie du travail qu'on pouvait faire en France. On peut, avec une 60aine de boutiques, on peut encore peut-être en faire une 30aine en plus, mais on ne pourra pas redoubler de taille. Il n'y a pas assez de... Notre marché est quand même un peu un marché de niche, donc on ne peut pas se mettre partout. Et donc on ne pourra pas avoir 300 boutiques en France. Donc après, c'est vraiment viser l'international avec des zones qui nous intéressent particulièrement. Le sud de l'Europe, qui est là où le marché est plus dynamique en Europe. Les pays francophones, frontaliers, Luxembourg, Belgique, Suisse, tout ça. Et l'Afrique, qui est un continent qui se développe beaucoup, où le climat est très favorable à notre type de produit. Et où il y a un fort attrait pour nos produits. Là, les 2 premiers points de vente qu'on a lancés marchent vraiment bien. Ouais, ça cartonne. Ouais. Donc, et d'ailleurs, on a de plus en plus de demandes de franchise en Afrique suite à ces ouvertures. Super. Donc on espère qu'on va réussir à tirer ce petit fil et à se développer bien là-bas. Et puis voilà, continuer notre petit bonhomme de chemin. Potentiellement, si on voit qu'il y a d'autres enseignes à racheter ou qui se lancent, pouvoir éventuellement recréer une deuxième verticale comme ça. On ne s'interdit pas. On avait déjà essayé de racheter une enseigne de jus de fruits il y a 1 ou 2 ans, juste avant le Covid. Continuer un petit peu dans ce secteur d'activité. Écoute Emmanuel, bravo pour le chemin parcouru. Merci d'être venu dans ce podcast. Et puis je te souhaite le meilleur en France et à l'international du coup. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!